Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle et on retrouve les mêmes protagonistes que pour le débrief Moto 2, Moto 3, c'est-à-dire Thomas, qu'on a le plaisir de retrouver. Salut à tous, merci de m'inviter une deuxième fois pour ce débrief, je suis ravi. Une bonne petite habitude on va dire. Et évidemment, toujours le même, Steph, comment ça va Steph? Oui, le vieux grincheux il va bien et puis ouais, on remercie d'autant plus Thomas qu'il revient après savoir de quoi il retourne. Oui. La première fois ça aurait pu être à l'esbrouf, tu vois, on aurait pu se faire sur un malentendu quoi. Mais là oui, il revient sûr. le gars. Bon, évidemment, numéro 23, donc j'ai pas trouvé de pilote, mais par contre il y a quelqu'un qui te tient à cœur, Steph, qui portait ce numéro. 23 pour les yeux, ceux qui ont connu les années 90 et qui se prenaient pour des basketteurs dans la cour à la récré. Ouais, c'est MJ, Michael Jordan, Easy Ernest, enfin tout ce que tu veux quoi. C'est le taulier de la NBA. Hein. Alors, moi depuis, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont arrêté ce sport aux US, je crois. Hein. Bah, écoute, je crois aussi. Ah bon. Tu rigoles. C'est juste pour faire. Si ça peut faire braire Trump, à la limite c'est bien parce que je crois qu'il s'en prend aux mecs qui lui tiennent tête, donc c'est bien. Ouais. J'ai cru voir une polémique sur du dopage hier ou avant-hier, je crois, un truc comme ça. Ce serait vraiment bizarre qu'aux US ils se chargent les mecs. Hein. Ouais, ah oui, je sais pas, j'y connais. Non, il n'y a pas de contrôle. D'accord. Tu peux pas avoir de dopage. On est en train de dire des trucs incroyables. Déjà que sur le GP on beach, non mais en plus je sais pas du tout de quoi il retourne, mais bon, ce qui est sûr, on est tous d'accord, le football américain c'est un labo pour Bayer et tous les médicaments, c'est sûr. Si ça peut t'intéresser, j'en faisais de façon amateur. Tu chargeais peut-être pas toi. Toi t'avais peut-être pas besoin de jouer avec des clavicules cassées le dimanche, je sais pas. Non, c'est vrai que je me suis pété une clavicule, mais non, t'as rejoué le lendemain, non? Non, pas du tout. Parce que les mecs, c'est un peu comme en MotoGP, ils jouent blessés, quoi. Enfin, ah oui, non, ça c'est clair. Avec des plâtres même des fois, c'est clair. Ah ouais. Quiconque a vu le film Any Given Sunday, je pense, voit de quoi il retourne. Et je pense que c'est même pas romancé. Hein. Non, je pense que c'est, oui, bien sûr, je pense, mais c'est vrai que c'est un bon film, hein, c'est clair. Comment dire? Vous en douterez, c'est qui en pôle parle de sport US. Mais il faisait pas que du basket, Michael. Il avait été en pognon qu'il avait une team moto. Oui, parce qu'une fois qu'il s'était pris une rouste au baseball, il s'est dit si je faisais de la bécane. Plus sérieusement, il avait engagé une team en AMA du Superbic. Et tu me disais, Thomas, précédemment, qu'il avait engagé sa team à Laguna Seca sur Wildcard alors. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Mais après, on peut même retrouver Jordan, je crois qu'il a roulé derrière la Ducati biplace, il y a quelques photos. Voilà. Il devait y avoir une sacrée prise au vent quand même. Mais ça me fait penser quand des gens emmènent des potes sur leur Jex. Les gars ils dépassent de 2 mètres au-dessus quoi. Tu sais, tu vois le casque du deuxième on voit jamais normalement dépasser de la tête du premier quand on les croise. En fait si là tu vois 2 casques un sur l'autre, tu dis ils sont sur un Jex ou sur un équivalent de truc où il y a pas de place quoi. Il y a peut-être des cale-pieds mais il y a même pas le siège quoi pour le passager. Enfin, là pour le coup la biplace du 4 de Mamola c'est une vraie biplace. C'est ça, avec les poignées qui vont bien pour tenir et tout. Revenons à nos moutons donc. Il y a eu quelques petites news quand même. Et la Dorna surtout qui a annoncé qui allait construire les motos électriques pour la saison 2019. Donc c'est Energica, donc le constructeur italien. Est-ce que tu as un petit peu plus d'infos, Thomas, là-dessus? Je l'ai pas vu rouler. Je sais que Capirossi avait testé durant la saison plusieurs machines électriques. Donc ils ont sélectionné celle-ci, mais je peux pas te dire du tout. Par contre, on rappelle pour les cancres qui n'auraient pas écouté le podcast précédent, ce que tu disais, j'ose à peine y penser, ça me fait mal. Tu disais, il est question que ce soit les mêmes motos, c'est le trophée Clairefontaine, c'est tout le monde la même. C'est ça, et ce sera une Coupe du Monde, donc ça a été confirmé, j'étais pas sûr la dernière fois, donc c'est bien une Coupe du Monde. Je sais que cette moto-là a roulé au TT, mais je ne pourrais pas vous dire quels étaient ses résultats. Parce qu'il faut un TT0, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et je crois avoir lu qu'ils avaient fait soit 5 soit 8, c'est-à-dire bon, ils n'ont pas gagné, mais pour autant c'est pas forcément que c'est mauvais. Mais moi il y a des trucs qui m'a le plus interpellé, c'est les perfs qui sont pas superlatives. Tu vois, moi je pensais que le monde merveilleux de l'électrique, tant qu'il y avait de la patate, c'est-à-dire pendant 10 secondes, ça défonçait tout. Et en fait je pense que pour pouvoir faire plusieurs tours, ils se limitent, t'es moins de 200 bourrins équivalent, un truc comme 160 miles par heure de vitesse de pointe, ce qui est pas énormissime. Mais je pense que c'est pour pouvoir tourner longtemps.
Ouais. C'est ça. Après, c'est vrai que quand tu regardes la Formula I, eux, ils ont 2 voitures, si je me trompe pas. Donc, ils changent de voiture pendant le. Ah ouais. Ouais. Ok, ouais. Et ils ont des motorisations différentes, je crois, entre les Oui, c'est différent. Bon, après, c'est sûr qu'il y a plus de place pour mettre de la batterie sur une voiture, tout ça, mais bon. Il faut pas qu'on s'attende à un truc qui va venir taquiner les thermiques, alors que, encore une fois, tant qu'il y a de l'électricité, une électrique peut vraiment dégager, notamment au niveau du couple, hein, parce que le couple est instantané sur les électriques. Il y a même tout un système anti-retournement, c'est même pas anti-wheeling hein, sur les motos électriques, hein, c'est anti je m'écrase comme une crêpe. Non, mais je suis quand même assez impatient de les voir tourner quand même. Par curiosité, on peut déjà imaginer que l'année prochaine, quelques tests seront faits avec certains teams qui voudront s'engager. Pour l'instant, il n'y a aucune info à ce niveau-là, de qui serait intéressé ou pas, mais voilà. Autre news, l'année prochaine, donc en Super Sport, on va avoir le GMT 94 qui va engager Mike DiMeglio. Donc ça faisait un petit moment qu'il y avait un bruit de couloir, enfin que c'était insistant, et donc là ça a été officialisé. Donc ça va être pas mal. Je pense que ça va faire une Yamaha R6 de plus. Ce sera team GMT, enfin même couleur, même tout à fait. C'est le Christophe Guyot derrière. Tout à fait. En fait, on peut dire que c'est un retour. C'est pas vraiment une entrée parce que comme le GMT était déjà présent en Superbike, Super Sport il y a quelques années, ils se sont arrêtés après 2009 si je me trompe pas, et ils ont se sont ensuite concentrés sur l'endurance. Et là, en voyant sur l'entrevue que j'ai réalisée à Manicourt avec Christophe, quand il nous présentait son projet, il disait bien que c'est aujourd'hui le championnat Super Sport se prête aux teams indépendants, aux teams privés de pouvoir performer, de pouvoir briller. Donc c'est-à-dire que n'importe quel team privé peut être champion du monde. Et donc aujourd'hui, il trouvait l'intérêt justement pour le GMT de rentrer par le Super Sport, quitte à après étudier un peu comment le nouveau règlement au Superbike s'appliquera pour éventuellement penser au Superbike ensuite. Ouais, c'est éminemment franchouillard. Hein. GMT 94, c'est 94 la Seine-et-Marne. C'est ça. Donc quand on cite le GMT 94 en champion du monde, c'est le 9-4. Moi je suis pas du 9-4, mais quand même. Ouais, c'est ça, c'est exactement français quoi. C'est comme si Tech 3 s'appelait Tech 83 pour le Var en l'occurrence. C'est ça. Et puis du coup, en fait, ça te semblait logique qu'il y ait aussi un pilote français. Donc voilà, avec Mike qui revient en vitesse après quelques années en endurance après son passage en MotoGP. Donc ça peut être, je pense que ça peut créer de bonnes surprises. Le seul inconvénient pour Mike et pour le team, c'est qu'il y a des clashs de date avec l'endurance, donc qu'il sera obligé de manquer quelques courses. Donc si jamais il joue le titre, forcément ce sera frustrant, mais pour l'instant la priorité pour le GMT reste de terminer la saison d'endurance, qui je rappelle est à cheval sur 2 années. Donc c'est vrai que c'est pas. Ça facilite la lisibilité du truc. Donc du coup, la saison 2017-2018 se passera en même temps que le Superbike, donc c'est pas évident. Et donc Thomas, tu rentres du Super Prestigio. C'était bien ou pas ? C'est toujours intéressant de voir des pilotes dans d'autres disciplines, voir comment ils se débrouillent, tout ça. Puis le dirt track, c'est quand même une discipline assez impressionnante à voir. On annonce 4500 spectateurs contre 9000 l'année dernière. En discutant avec les organisateurs du Super Prestigio, ce n'est pas que lié à l'absence de Marc Marquez et de Brad Baker, qui est aussi son rival son rival américain. Ouais, exactement. C'est aussi lié au contexte politique de la Catalogne. Ouais, c'est sûr. Et apparemment, ça pèse sur pas mal d'événements, de manifestations, d'événements. Et donc apparemment, l'organisateur nous disait que c'était pas que Marquez. Bien évidemment, il y a Marquez, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà. En dehors de ça, c'est vraiment c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a plusieurs sons de cloche de la part des pilotes. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent ça très très intéressant pour l'appliquer à la vitesse. Il y en a d'autres qui trouvent ça un peu différent, qui soit différent, soit vraiment éloigné de ce qu'ils peuvent faire sur une moto de vitesse. Et d'autres qui ne voient que par ça, quoi. C'est-à-dire que pour eux c'est comme un Marquez, qui ne voit que par la glisse. Voilà, c'est ça qui disent que justement ça c'est très bien, c'est très formateur. L'inconvénient aussi pour Marquez, c'est ce qu'il disait l'année dernière, c'est qu'il s'était trop entraîné en dirt track et ça lui avait donné de mauvaises habitudes sur la MotoGP. Il a bien glissé cette année.
Donc c'est vrai qu'il avait réduit vachement son entraînement en dirt track. Et c'est vrai que quand on y repense, cette année, je le vois pas s'entraîner sur une moto de dirt. Je le vois plus s'entraîner en enduro ou en cross, mais pas en dirt. Et ça lui aurait donné de mauvaises habitudes. Donc, et le dirt, c'est les bécanes sont quasiment à l'horizontale. Elles sont il y a beaucoup plus de dérives qu'en supermoto. Donc t'as pas de frein avant et ouais, tu utilises le frein arrière et l'axe, c'est le frein moteur. C'est pour ça que c'était intéressant de voir aussi que même si le règlement ne l'autorise pas, mais il a été autorisé à pouvoir rouler avec son 2 temps. C'est Rémi Garner qui a roulé avec un 2 temps ce week-end. Oh la vache. Il a roulé avec un 250 YZ. Donc contrairement aux autres qui eux disposent quand même d'un plus gros frein moteur sur des 450, lui n'en avait quasiment pas. Donc c'était un peu particulier de le voir rouler et il s'est bien débrouillé parce qu'il a été jusqu'en super finale. Et que c'est qui a gagné? Ce qui a gagné, c'est JD Beach. Ouais, t'as fait une super belle photo en plus de sa botte. De sa botte, ouais. Bon, c'était pendant les essais, ça, c'était pas pendant la course. Pendant la course, je suis pas allé en bord de piste. Faut pas le dire. Non, mais c'est comme au tennis, des fois, les meilleures photos, c'est pas pendant les points importants. Ouais, parce que t'as le temps de t'entraîner, t'as une lumière différente, parce que là, du coup, t'avais la lumière du jour, donc bon, voilà. Mais ce qu'on retient, de toute façon, c'est la photo, donc ça marche. Il l'a aimé, donc c'est bien. Donc JD Beach, c'est un Américain, bon, il est pas vraiment connu en Europe, pourtant il a gagné la Red Bull Rookies Cup l'année d'après celle où Johan s'était imposé, Johan Zarco, en 2008. Donc il avait gagné la Red Bull Rookies Cup, puis il est retourné aux États-Unis, il a fait sa carrière là-bas, il a été champion de Super Sport Moto America, pas cette année mais l'année dernière. Il a perdu le titre cette année pour quelques points si je me trompe pas, et c'est un super pilote, super sympa, vraiment accessible et tout. Il a bien avoué que le niveau, il s'attendait pas à un niveau aussi élevé en Europe. Pour sa première fois, il s'attendait pas à avoir autant d'adversité, de compétitivité de la part des pilotes européens, quoi. Et en cette saison, en ce moment un peu mou, que nous on estime mou de la saison, les pilotes MotoGP, ils sont relax ou ils sont déjà à temps d'axe et ils ont pas une minute à eux? Non, l'atmosphère, après l'inconvénient, je pense que c'est tout à leur honneur, mais c'est que peu importe le pilote, tu peux jamais lui dire aujourd'hui tu t'amuses. Quand il y a une compétition en jeu, aujourd'hui, c'est difficile de leur dire tu roules à 75%. Ils sont tous à fond, le super prestigieux. Il y a vraiment une atmosphère de je veux gagner, je veux montrer que je peux gagner. Ce qui est normal, c'est des compétiteurs dans l'âme, donc forcément, ils veulent absolument s'imposer. Même s'ils se tapent un casse-dalle au bord de la piste, ils se racontent pas des blagues. Enfin, je sais pas, je pose des questions. C'est détendu, tu vois, le paddock. Le paddock, voilà, un peu moins temps d'axe qu'un jour de ça, c'est pas un paddock, ouais, exactement. Non, mais c'est un paddock, le paddock qui ressemble à un couloir et toutes les motos sont, il y en a à gauche, il y en a à droite, et donc tous les pilotes se côtoient, se discutent entre eux, donc c'est quand même plus sympa, mais c'est plus l'atmosphère que tu peux avoir dans un paddock de supermotard ou de cross où la proximité est un peu différente, c'est moins cloisonné, on va dire, mais tu sens quand même qu'il y a un niveau de voilà, c'est je gagne, c'est la compète, quoi. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que c'est voilà, tu sens qu'il y a quand même du niveau, et les mecs quand tu les vois en bord de piste, ils ils sont pas là pour s'amuser. Oui, c'est pas juste comme d'aller à faire le spring break, quoi. Non, pas du tout. Pas les vacances. Pas du tout. Mais comme me disait Johan, que vous retrouverez dans le Moto Revue si vous achetez Moto Revue demain. Johan disait bien que l'avantage de rouler pendant le mois de décembre, c'est justement de pouvoir garder, de pas se ramollir, de pouvoir garder un niveau d'agressivité qui te permet de rester dans le rythme, même si effectivement après il va prendre quelques jours de repos, mais ça lui permettra quand même de garder quand même un niveau et de rentrer dans de meilleures dispositions pour la saison d'après, quoi. Steph, il y avait une autre course ce week-end, bon, un petit peu plus confidentielle, mais à mon avis bien tout aussi rigolote. En fait, elle était certes confidentielle, mais il y avait du beau monde. Du beau monde, dès qu'il a regardé la photo qui est tombée sur Twitter du podium de la dite course, alors on va dire de laquelle en cause, c'est les 100 km du ranch VR46. C'était la foire à la charcute, parce qu'on a vu que sur le podium, les vainqueurs avaient 2 magnifiques jambons, un chacun, estampillés VR46, quand même, on perd pas le nord, le marketing est là, quoi. Et puis, celui qu'on a vu sur le haut du podium, est-ce que c'est, je pense pas que ce soit prémonitoire du tout, mais
c'est Morbidelli. Avec Pasini, il faisait équipe. En deuxième, Rossi et qui donc d'ailleurs Marini. Marini, son demi-frère. Ouais, son demi-frère, ouais. Le nom m'échappait. Et l'ami des koalas en troisième. Non, mais c'est celui qui fait des bisous aux koalas. Bah oui. Petrucci, et pareil, Alzheimer, me voilà, je sais plus avec qui il était. Mais bon, tous ces gens études qu'ils avaient autour de leur cou des chapelets de saucisson qui faisaient partie des lots. Ça me fait un peu penser à la consolante, à la pétanque. Tu sais, tu repartais avec un sifflard. Bah là, c'était le cas. Non, par contre, ce qui transparaissait beaucoup dans cette photo, c'est que ça a l'air de se cailler vert. Et pourtant, ils sont en Italie, mais bon, on est quand même en décembre, hein, donc à cet endroit-là, près de la mer, peut-être il fait un peu froid aussi, je sais pas, mais bon, ils ont vaincu le froid pour aller saouler les voisins du ranch. C'est vrai que cette course-là, c'est dommage qu'elle se passe en même temps que le Super Prestigio, parce que du coup, l'année dernière, on avait Mir qui était présent au Super Prestigio, qui a été appelé justement invité par Rossi pour participer aux 100 km. Donc c'est dommage qu'il y ait ça, et c'est justement là où je voulais en venir, c'est que l'année prochaine, le Super Prestigio pourrait se dérouler à Paris. Ouf. À la U Arena, non? Ouais, exactement. Donc c'est une rumeur qui a été c'est pas vraiment une rumeur, c'est vraiment dans les tuyaux. Ouais. Ça a été lancé par c'est Johan qui nous a dit ça à nous journalistes le vendredi pendant les essais libres. Effectivement, l'idée c'est d'avoir le Super Prestigio à Paris à la U Arena. C'est là où il y a eu le Supercross. C'est ça, et puis les Rolling Stones aussi, je crois. Ça a été inauguré. Non, c'est ça. Mais ça a été inauguré par les Rolling Stones. C'est ça. Mick Jagger qui fait un backflip et tout. Ah putain, ce serait trop fort. Mais du coup, c'est vrai que c'est Claude Michy qui pourrait organiser l'événement, donc le promoteur du Grand Prix de France. Ouais. Et ce qu'il aimerait bien, ce serait d'avoir un Marquez et Rossi en même temps. Pour pouvoir faire venir. Chaud, hein. Voilà. C'est une autre info qui est sortie. Si ça se passe en France, ça peut être sympa. Ouais, tout à fait. Ça pourra retourner dans l'atmosphère un peu des guidons d'or qu'il y avait à l'époque, avec les pilotes de Grand Prix qui s'affrontaient en supermode, c'était sympa. Ouais, ça peut être un bon petit truc, justement, en intersaison. Ouais. Donc on va passer au débrief. Avant de passer au MotoGP, on va parler des Français qui ont brillé dans différentes catégories, notamment en Supersport avec Mayas, champion du monde avec 190 points devant Kenan Sofuoglu 161 et Jules Cluzel avec 155. Alors moi ce que j'ai bien aimé sur Mayas, c'est surtout que il a donné une interview, alors je sais plus dans quel journal, mais il était quand même vachement respectueux vis-à-vis de Sofuoglu parce qu'il a reconnu que il a pas pu défendre ses chances compte tenu de ses deux blessures cette saison, mais il était de toute façon champion du monde, très content d'être champion du monde, mais il reconnaissait évidemment le déséquilibre qu'il y avait eu à ce niveau-là, mais moi j'ai trouvé que c'était c'est très fair play de la part. Quand on y réfléchit bien, donc Sofuoglu s'est blessé avant la saison, il s'est cassé la main ou le poignet, je ne me rappelle plus, mais il avait tenté de rouler, je ne sais pas s'il avait fait les essais juste avant, parce qu'il y a les essais qui se passent quelques jours avant le Grand Prix, le Grand Prix, avant le lancement de la saison, et en fait il avait testé, et en fait il avait trop mal, donc du coup il s'est résolu à rentrer chez lui pour subir, je crois, une nouvelle opération. Et il a pas pu faire la Thaïlande, donc juste après il est revenu en Aragon, et en Aragon en fait le départ de la course, il s'est retrouvé un peu en milieu de peloton et il s'est fait percuter par Kari Casulo, si je me trompe pas, et donc du coup il a déjà sa saison, il avait 3 résultats blancs, donc déjà ça commençait mal. Mais après ça l'a pas empêché à partir d'Assen de dominer, quoi. C'est-à-dire qu'il a quasiment pas lâché la première place, donc c'est vrai qu'il a bien dominé. Et puis quand il est arrivé, donc quand il y a eu Manicourt au virage du 180 degrés, là il s'est envolé, personne n'a vraiment vu la chute, là ça a pas été filmé, donc on sait pas trop ce qui s'est passé. On imagine un high side, il est retombé sur la hanche, il a eu plusieurs fractures, donc il a manqué Manicourt et Jerez juste après, et il est revenu qu'au Qatar. Il a montré quand même qu'il était pas le patron, parce que pour le coup c'était Lucas, mais qu'il a montré que même blessé, même si le titre était difficile pour lui, il a quand même montré qu'il était capable d'être sur le podium, même blessé, et c'est vrai que c'était une belle démonstration de force, je pense. Mais Thomas, tu pourras peut-être m'en dire plus, parce que moi Mayas j'ai découvert cette année, j'avoue. Il a aussi un vécu et il a galéré à mort. Mayas, c'est pas un petit perdreau de l'année, hein. C'est quelqu'un qui a été repéré en fait dans une session de roulage par Serge Nuc, le chevalier du Groenland. Le super et en motard, fait exactement, donc il a été détecté que très tard, et une fois qu'il a été détecté, à partir de là il a commencé à faire le championnat de France Promo Sport, et puis le championnat de France Super Sport qu'il a dominé, alors je ne sais plus quelle année, mais il avait gagné toutes les courses. Et puis après il a essayé de faire son entrée en Super Sport,
notamment avec le team Kawasaki Pony Express. Et en fait, ce team-là, donc il a commencé la saison, et puis le team s'est arrêté en plein milieu de la saison parce que le patron du team avait disparu, on le retrouvait plus. D'accord. Il y avait des problèmes financiers, il y avait des trucs un peu bizarres. Et donc là, après, il s'est retrouvé à faire quelques piges par-ci par-là, notamment avec la FFM. Il a fait quelques piges en CEV, en Moto 2. Il a fait quelques piges en remplacement, par exemple chez Tech 3, il avait remplacé Danny Kent, je me rappelle plus, mais il avait remplacé quelqu'un chez Tech 3. Puis après, il a été faire de l'endurance au GMT 94 et il a été champion du monde d'endurance pilote l'année dernière, en même temps qu'il faisait quelques piges en Stock 1000 pour Yamaha en remplacement de Florian Marino. Ouais. Je crois qu'il avait gagné, il avait fait des sacrés perfs l'année dernière en pige. Hein. Donc la première course, je m'en souviens, ça c'est sûr, c'est qu'il était 3ème, mais en fait les 2 premiers se sont strikés dans le dernier tour, donc du coup il avait gagné. Ouais, donc faut être après quand les 2 premiers tombent. Hein. Surtout c'est il y a une année. Pardon. C'est après le MotoGP. Excusez-moi. Donc c'est vrai qu'il a pas mal galéré pour se trouver un guidon, et puis en fait là il a obtenu ce guidon au GRT, GRT Yamaha Official World Super Sport Team, mais je sais que la structure du team est gérée par Mirko Giansanti, un ancien pilote 125 qui a roulé contre Rossi, si je me trompe pas, hein. Donc ça remonte quand même un petit peu loin. Donc cette structure là est devenue structure officielle Yamaha, et donc ils ont recruté Caricaciolo et Mayas, et titré la première année, donc titre constructeur, team et pilote, si je me trompe pas. On montre qu'aujourd'hui qu'une moto nouvelle peut gagner en super sport face aux motos un peu plus vieillissantes. Ouais. La Cluzel aussi a fait une saison correcte, quoi. Il fait 3ème. Bon, c'est pas mal. Je sais pas sur quoi il va rouler l'année prochaine. Chez Yamaha aussi, dans le team NRT, Nerd Racing. Ah oui, Nerd Racing vrai, Team. on en avait parlé, je crois. Donc au moins il disposera de la même machine qui aujourd'hui, enfin une top machine, quoi. Une machine qui est récente. Taillée pour. Voilà. Et donc je pense qu'il aura ses chances, mais du coup on va retrouver aussi Sofoglou, on va retrouver donc Maya sur la même moto, qui lui aura une année d'expérience sur la Yamaha, contrairement aux autres qui découvriront la Yamaha. Puis on aura Di Meglio avec le GMT. C'est exactement ça. Il y a Krumenacker qui revient aussi, qui était en Super Sport il y a 2 ans, qui était en Superbike cette année, mais qui s'est blessé et qui revient en Super Sport l'année prochaine. Donc lui, il s'était battu pour le titre dès sa première année en Super Sport il y a 2 ans, face à Sofoglou aussi, mais il était tombé, je crois que c'était à Manicourt. Une belle saison s'annonce en Super Sport en tout cas. Ouais, et aussi, on parlait rapidement du GMT, ils ont été champions du monde d'endurance en gagnant donc les 24 heures du Mans, les 8 heures d'Orschersleben en Allemagne, et surtout ils ont gagné avec un petit peu d'avance sur le CERT, et en plus ils ont gagné le bol d'or pour ouvrir la saison 2018, donc c'est pas plus mal. Alors on va rappeler vite fait les 3 pilotes. Donc David Checa qui était au Super Prestigio, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Il est passé faire un tour. Il était. Ouais. Nicolo Canepa et évidemment Mike Di Meglio. Donc moi c'est vrai que l'endurance je suis de manière assez parcellaire. Je sais que Steph aussi, toi tu suis un petit peu de loin. Clairement, ce qui était impressionnant c'était Le Mans, parce que c'est Le Mans déjà, hein. Cocorico, et puis surtout je crois qu'à à quelques heures de l'arrivée, ils étaient touche-touche, quoi. Avec leurs homologues du VRT, et c'était grandiose. Je me souviens avoir suivi au lever du soleil, tu sais, la lumière commence à arriver là, c'est magnifique. On va attaquer le plat de résistance de l'épisode quand même, parce que on va parler évidemment de la saison MotoGP, donc en rappelant rapidement les 5 premiers. Donc 5e Rossi avec 208 points, 4e Pedrosa avec 210, 3e Viñales 230, 2e Dovizioso 261 et Marquez champion avec 298 points. Donc les différents vainqueurs cette année: Rossi 1, Pedrosa 2, Viñales 3 et 6 pour Marquez et Dovi. Donc Thomas, au tableau, qu'est-ce que tu en as pensé de cette belle saison MotoGP? Est-ce qu'elle était belle? Oui, bien sûr. Là, clairement, depuis 2 ans, même l'année dernière, c'était déjà le cas avec 9 vainqueurs différents.
Là, cette année, c'était pareil, moins de vainqueurs peut-être. Un rookie qui a surpris tout le monde. On ne pensait pas à ce niveau-là. Quand je dis rookie, je parle bien de Johan Zarco. Voilà. Et effectivement, un affrontement qu'on n'attendait pas, parce qu'on s'attendait tous à l'anti-Marquez pendant les essais hivernaux avec Viñales sur la Yamaha. Et en fait, la menace n'est pas venue. Elle est venue effectivement de Viñales sur les 2 premiers Grands Prix, puis ensuite ça s'est atténué et c'est Dovizioso qui a repris un peu le pas par rapport à ça. Et c'était intéressant de voir cet affrontement entre Honda et Ducati, à laquelle Yamaha a très peu participé, tout compte fait, parce que quand on regarde, malheureusement, c'était pas la meilleure saison de Yamaha. Yamaha Factory. Oui, bien sûr, effectivement, parce que quand on regarde la saison à la fois de Johan Zarco, mais aussi de celle de Jonas Folger, hein, qui a fait lui aussi un podium aux Saxonneries sur ses terres. C'est pas habituel de voir Yamaha à ce niveau-là, même s'ils étaient pas loin, bien évidemment. Je veux dire, là aujourd'hui, la compétition est tellement serrée, on peut pas mettre quelqu'un de côté aussi facilement. Donc là aujourd'hui, ça se joue vraiment à très peu. Mais ce qui a été ce qui a été beau à voir, c'était effectivement une passe d'armes entre Marquez et Dovi, et de voir que même sous la menace, Marquez arrive quand même à faire des choses qui pourraient paraître un peu trop poussées. Je pense notamment à l'affrontement en Autriche où il aurait pu se contenter c'est ce qu'il a fait, mais se contenter des 20 points et de rester derrière jusqu'au dernier virage. Mais non, il a quand même tenté dans le dernier virage avec un freinage de fou. Et pareil au Japon, sous la pluie, où il a quand même tout tenté jusqu'à la fin pour essayer de s'imposer. Et donc, on en parlait tout à l'heure pour le Super Prestigio, c'est vrai qu'aujourd'hui, un pilote, on peut pas lui dire, et c'est difficile de lui dire, tu roules qu'à 50%, 75%, t'essaies de réfléchir un peu plus ou pas. Aujourd'hui, ça joue tellement à fond que, même à Valence, il aurait pu très bien, ne pas jouer la victoire. Je veux dire, rester là où il était, il savait très bien qu'il avait juste besoin de terminer 11e, pour être titré, même si Dovi gagnait. Donc, voilà, mais il a quand même rien lâché parce qu'il voulait montrer qu'aujourd'hui c'était lui le patron, et il a réussi à le montrer, je pense. Montrer qu'il était là et que même sous la pression il était toujours là. Ouais, mais c'était à l'image de la saison, d'ailleurs. Ouais, c'est difficile aujourd'hui de faire un bilan en quelques mots. Saison. Enfin, quand j'y pensais dans le conducteur, fouillaille, c'est vrai. Quel bout tu l'attrapes. Oui, et puis t'as aussi eu du Rossi à Assen, et puis Le Mans c'était quand même pour Vignales. Oui, donc, bien sûr. Puis Rossi il est 2e avant de chuter au Mans. Clairement, il domine les deux la course du Mans. Jusqu'au Mans, c'était pas du tout prévisible qu'il finirait autant en demi-teinte, et je suis poli. Et Le Mans, c'est la 5e course où t'as fait un petit tiers de la saison, quoi. Ouais, c'est ça. Pourtant, ça n'a pas empêché Rossi de gagner pas loin après, quand il a gagné à Assen. En quelques mots, c'est difficile à résumer, mais ça reste une saison top. Aujourd'hui, avec le règlement, la possibilité pour les nouvelles équipes, les nouveaux constructeurs, je pense à KTM, de pouvoir arriver, de pouvoir faire autant de développement aérodynamique qu'ils le souhaitent, avoir un peu plus de moteurs que les équipes déjà en place, de pouvoir faire du développement, contrairement aux autres équipes qui, elles, leur moteur est gelé pendant toute la saison, donc ils n'ont pas le droit de refaire des modifs sur les moteurs. Aujourd'hui, le règlement est vraiment abouti et permet d'avoir ce niveau de compétition qu'on a aujourd'hui. À ça, on rajoute les pneus Michelin qui ont changé complètement la donne sur le comportement des motos d'une saison sur les 2 dernières saisons, et l'arrivée de l'électronique unique. Ça permet d'éviter les gaps importants entre les développements électroniques des constructeurs. Les top teams qui ont des gros moyens de développement de soft et de paramétrage, et les équipes un petit peu plus on va dire modestes. Tout à fait. Steph, qu'est-ce qu'on dit? Moi je plus sois sur Zarco. On avait oublié que c'était un rookie, on l'a dit dans un précédent podcast. C'est presque étonnant de parler de Zarco en tant que rookie, puisqu'il a pris une place dans la tête de tout le monde, et Rossi en premier, puisque si Rossi s'en est plein avec sa ruse habituelle en disant faut qu'il fasse gaffe, c'était pour lui mettre des coups de pression. Et si t'as besoin de mettre des coups de pression à un rookie, c'est que il gratte. Et il gratte pas que les chaussures, quoi. Là, il est mordu à l'oreille. Donc clairement, pour moi le Qatar, franchement tout le monde glose du Qatar, mais ça m'a fait penser des fois à un De Punier qui serait premier sous la pluie puis après il tombe, même si c'est pas du tout la même chose, parce que Zarco dit que justement il avait essayé de baisser le rythme et qu'il est tombé sur un coup de pas de chance. Mais première coup je me dis il a fait des étincelles, mais il s'est enflammé, c'est comme ça, c'est pas grave. Et après ça m'a fait mentir. Tout le reste de la saison il a eu la maturité d'un vieux briscard et le punch d'un rookie, donc c'est quand même
Tout à fait. Impressionnant qu'il fasse les deux. Après, ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir que normalement, en théorie, quand tu es un team satellite, tu n'as pas le même matériel que le team officiel, et surtout ton matériel n'évolue quasiment pas durant la saison. Donc en théorie, le gap est censé s'accroître, s'accroître au fur et à mesure de la saison. Mais dans l'autre sens, quoi. Zarco s'est complètement rapproché des leaders et jusqu'à manquer de très peu la victoire, mine de rien, à Valence, la dernière course de la saison. Et puis en plus, il a eu un coup de moins bien, mais quand j'entends moins bien, par rapport à ses excellents résultats du premier tiers de saison, notamment Le Mans, parce que quand même, et en milieu de saison, je saurais pas vous dire les nombres de Grands Prix, et il a eu des places un peu plus standard, si je puis dire, des positions à 2 chiffres. Et on avait perdu l'habitude. Et par contre, position à 2 chiffres, très peu, si je me trompe pas. Mais donc tu disais, il rentre dans le rang, mais pas du tout, parce que fin de saison, il a fait des étincelles au sens positif, pas au sens Crutchlow. Et puis ce que je retiens en termes de points marquants, c'est Dovi, parce que on l'aimait bien, mais on l'aimait bien sympathiquement, si tu veux. On avait envie d'aller prendre un verre avec lui, quoi, jusqu'à la saison précédente. Et là, il a pris une taille importante, c'est rien de le dire, quoi, puisqu'il a gagné moult Grand Prix. Je crois que le déclic, c'est peut-être le Mugello, non, Thomas? Oui, c'est ça, il a fait back-to-back, Italie, Catalogne. Après, l'avantage de Dovi, c'est qu'il arrive aujourd'hui à s'accompagner de personnes qui l'ont aidé, notamment sur le plan mental. Il le cache pas, il a accordé plusieurs interviews, où aujourd'hui il arrive à faire abstraction et d'appréhender et d'aborder la course différemment de ce qu'il avait pu faire sur les saisons précédentes, et ça a l'air de fonctionner. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui que la puissance mentale des pilotes est au moins aussi importante, voire plus. Ça se ressent dans le fait qu'il fait pas de déclaration fracassante, ce que j'avais noté, pas de déclaration fracassante, et il a apprécié. Pour autant, il se tait pas, il dit des choses, et quand il dit des choses, elles tombent juste. Quand Dovi parle, les autres écoutent, quoi. Enfin, du moins, moi je l'écoute, parce que quand il dit un truc, c'est rarement à côté de la plaque. C'est pas il pousse vers ailleurs, enfin ça peut aussi, mais il dit pas que ça, quoi. Il est toujours super juste, et il s'énerve pas, ou du moins on ne le voit pas s'énerver, parce que dans un autre registre, Vignales c'est déjà peut-être un petit peu jeune, mais ça s'est très très bien vu qu'il était agacé sur la fin de saison, quand il rentrait, il shootait dans ses affaires et il parlait pas aux autres, il arrête de respirer jusqu'à ce que ça marche, quoi. Et c'est vrai que pour en revenir sur l'aspect entourage, coaching, Fabien Forêt, qui je sais pas si vous connaissez, qui les coachs de Jonathan Rea en Superbike, et dans l'interview qu'il nous avait accordé en fin de saison, après le titre de Johnny, il disait que la place qu'il a en bord de piste est moins importante que celle qu'il peut avoir aujourd'hui sur le plan psychologique pour le pilote. Aujourd'hui, et comme il le disait, il doit être là pour qu'il ait confiance, qu'il évite de se poser trop de questions, de pouvoir l'accompagner dans certains choix techniques, tout ça, pour justement le conforter, et qu'il n'ait plus qu'à penser qu'à mettre le gaz, point barre. Mais est-ce que dans un autre registre, c'est pas aussi comme Chio pour Rossi, alors qu'il serait peut-être plus comme un doudou que comme un coach, mais je sais pas d'ailleurs, ça se trouve... Il y a un apport psychologique. Je pense que là plutôt son pote avec lui. Je pense que c'est plus l'entourage, là, on va dire l'aspect logistique, à mon avis, pour Ocho. De manière à ce que tout soit prêt comme Rossi l'entend. Moi je le vois comme ça. Par contre, le fait de l'avoir à côté de lui, ça doit compter, je te dis, au moins autant qu'un doudou pour un môme. Bien sûr. Après, au niveau coaching, c'est Cadalora qui est le coach en bord de piste. Il a un coach, c'est pas comme Federer qui s'entraîne tout seul quand il veut. Non, il est coaché par Luca Cadalora. Vous pouvez l'apercevoir quand vous êtes autour du circuit. Mais nous n'y sommes pas, monsieur, nous n'avons pas d'accréditation. Non. Et même sans parler de ça, mais autour du circuit, il y a le coach, un peu comme Wilco Zielenberg pour Lorenzo Vignales, il tourne autour du circuit, il a une casquette marquée coach dessus. Mais je savais pas. Et du coup, c'est lui qui accompagne Rossi sur le plan, ça fait 2 ans qu'il l'accompagne. Donc même les plus grands. Et dans ces cas-là, il y a des remarques du style, est-ce que ça revient sur le pilotage, ou s'il est en bord de piste, c'est qu'il check les trages et les trucs, Ah oui, tout à fait, les trages, tu freines, par exemple, lui, il regarde pas
que leur pilote, Oui, ils regardent aussi les autres. Donc en disant lui il freine là ici, pourquoi tu freines là. Un complément indispensable de la télémétrie pour le coup. Tout à fait, parce qu'ils n'ont pas le temps les pilotes d'analyser. Surtout je crois qu'ils n'ont pas la télémétrie d'Honda chez Yamaha, je crois. Non mais ce que j'entendais c'est si tu fais un Yamaha, d'aucuns pourraient penser, moi j'avais tendance à le penser, maintenant je le pense plus, que tu pouvais la faire PlayStation, genre tiens là je suis passé 1 millième plus vite, machin, sur le tour 32, là j'ai freiné comme si j'ai pris 4G et tout, enfin il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'en bord de piste, le gars voit des choses qui sont pas vues par les ingés télémétrie. Je pose la question aussi à Thomas parce que tu t'étais intéressé à ce domaine-là, me semble-t-il. Ouais, tout à fait. Ben, c'est aujourd'hui, non. Bien sûr, il y a des choses qu'on voit pas à la télémétrie. Aujourd'hui, c'est difficile aussi de rouler comme un métronome d'un tour à l'autre, pouvoir faire la même chose d'un tour à l'autre. Les pneus sont différents. Ça se joue à tellement peu qu'aujourd'hui, la télémétrie n'est pas une réponse à tout. Mais clairement, aujourd'hui, 50 mètres, sa combi est un peu entamée, donc il peut pas refaire la même au tour d'après. C'est ça. Il est obligé de mettre la botte ou exactement. le casque. C'est ça. Non, et puis après, pour être juste, normalement on devrait pas dire télémétrie, on devrait dire acquisition de données. Parce qu'elles sont stockées, sur la bécane, elles sont après, comme sur les Ducat quand ils avaient mis la clé USB sous la selle sur les trucs de piste de route. En fait, elles sont reçues, les données ne sont pas envoyées automatiquement elles sont à chaque tour. Après. C'est ça. Mais bon, c'est important parce que ça veut dire que c'est important. On va pas vers une dérive. Là, j'ai une oreillette et le mec dit enrichi de 2% parce que ou mapping 8 par exemple. Par contre, ce qui est faisable, c'est ce que disait Crutchlow à un moment aussi, c'est que la moto s'auto-évalue, notamment en termes de conso, et disent mollo parce que tu consommes trop, donc. Mais ça, c'est normal. C'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Alors, je sais pas aujourd'hui. Je sais qu'à l'époque, c'était le cas. Dans le GP Racing que tu devrais avoir sous les yeux, Cyril, tu devrais. J'ai fait une partie sur la gestion des pneus. Aujourd'hui, les constructeurs. C'est ça. Et en fait, Loris Baz me disait qu'à l'époque, quand il roulait, vous savez, quand il y avait les Open, tout ça, quand il suivait les Honda ou les Yamaha, le mapping se changeait automatiquement. C'était avant l'arrivée de l'électronique unique. Le mapping changeait automatiquement de telle sorte que ça usait moins les pneus. Automatiquement, à partir du moment où tel angle, tel machin, le mapping changeait automatiquement. C'était plus au pilote de prendre la décision de dire je vais changer de mapping parce que là aujourd'hui, je pense que je consomme un peu trop, ou peut-être qu'aujourd'hui que à ce moment-là mon pneu est un peu trop usé, donc du coup je vais changer de mapping. Et ça c'était justement avant l'arrivée de l'électronique unique où les algorithmes étaient tels qu'on pouvait faire en sorte de pouvoir changer facilement. Automatiquement, pardon. Bah oui, Cyril, oui, j'allais dire, on t'a tout piqué, à force que tu sois poli, tu nous laisses parler d'abord, après non, vous m'en avez laissé 2 qui me tenaient à cœur, donc je suis content. Je vais faire quand même, je vais faire comme tout le monde, hein. Zarco évidemment, une saison énorme, enfin pour un rookie dans une équipe satellite, j'en avais déjà parlé je crois au point mi-saison, mais voilà, quand il chute au Qatar et qu'il promène, non mais vous inquiétez pas, on sera devant bientôt, on sera à nouveau devant dans la saison, et moi j'y croyais sans y croire, mais il a montré qu'il avait vraiment pris la mesure d'une part de sa moto, parce que c'est jamais facile de monter en catégorie, et surtout qu'il était vraiment sur sa fin de saison, il a joué très très haut, hein, puisqu'il est en première ligne 4 fois sur les derniers Grands Prix, il fait 2 podiums sur les 4 dernières courses, il n'y a pas grand chose à dire de plus, quoi. Il est vraiment bien. Et puis à Valence, ça fait vraiment plaisir à voir. Valence, quand on s'est enjoyé avec la foule en délire, il était à ça de gagner, hein, littéralement. Pedrosa l'a fait au métier. Ouais, c'était une super course de sa part, elle est ultra bien gérée. Il n'y a rien à dire, quoi, pour un rookie sur une team satellite, finir la saison comme ça, c'est cherry on the cake, hein. Il manquait que la première place, mais bon, les seuls petits points que j'ai notés, c'est effectivement les courses sur le mouillé qui sont encore un petit peu difficiles à appréhender pour lui, et puis le flag to flag, mais bon, voilà, c'est pour un rookie, il faut qu'il apprenne. Il a une équipe qui est là pour l'accompagner. C'est vraiment bien. Même Marquez, au début, ça avait raté le flag to flag comme en Australie. Hein. C'était pas de la pluie, mais c'était des pluies qui s'usaient. Il avait raté son flag to flag. Drapeau noir. Il y a une course aussi, moi, qui m'a fait un petit peu mal au cœur quand j'ai revu son bilan. C'est quand il fait 15e à Rimini. Ouais.
où là c'est pas de bol parce que encore une fois il était bien, il était je crois qu'il était il était dans le top 5 encore, et bon voilà, pour une petite règle de 3 à la con pour faire le plein d'essence, voilà, on finit en poussant la moto. C'est dommage parce que c'est des points précieux qui s'envolent, mais encore une fois voilà, c'est un très très bel apprentissage, hein. Mais en plus là, ce qui était bien, enfin ce qui était correct de sa part, c'est qu'après la course à Misano, justement, c'est ce qu'il a dit, c'était pas grave, l'erreur est humaine, tout le monde fait des erreurs, j'ai pas de problème, il y a pas quelqu'un à... Ouais, je veux pas la tête, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Donc c'est aussi cette sérénité d'esprit, pas du tout d'énervement après une course comme celle-ci. Ouais, moi c'est vraiment un ensemble de choses qui font que après tu te dis comment il peut faire mieux l'année prochaine, et quand tu regardes la saison tu te dis il y a toujours moyen de faire mieux. Il suffit qu'il gère un peu mieux ses courses mouillées, il fasse un peu mieux de flag to flag, un tout petit peu moins d'erreurs, et il y sera, quoi. Et c'est vraiment chouette de se dire déjà là où il est, c'est bien, parce que je pense que en début de saison ses objectifs ils étaient peut-être pas aussi haut. Je pense qu'il visait le rookie de l'année, mais certainement pas 6ème au général. Et surtout, il a fait un bon petit paquet de podiums, hein. Aussi, et encore moins 2 pôles. Ouais, 2 pôles. Oui, c'est clair. 2 pôles, c'est sur une satellite, c'est pas gagné, hein. Non, c'est et sûr. puis après, voilà, Marquez quand même, moi il m'a épaté, surtout pour sa gestion des flag to flag, à l'inverse, on va dire, parce que c'était à un moment vraiment, j'aurais tendance à dire charnière de la saison, où il a réussi à assommer un petit peu le championnat, où il avait repris la tête, et il a montré que la science de course, c'était bon, hein, maintenant. Surtout quand il les allait plus apprendre grand chose. Il les a tous niqués en se laissant passer avant de rentrer, hein. Ah, c'est ça, beau. Quand là, on y pense, c'était magnifique. C'était à Bordeaux, je crois que c'est ça, c'était à Bordeaux. Et je retiens la parole de Crutchlow qui dit "He has outfoxed us". C'est vraiment le terme, outfoxer quelqu'un, c'est vraiment le renard, quoi. Ah oui, c'est le goupil. C'est aujourd'hui la connivence qu'il a avec son équipe fait qu'aujourd'hui ça fonctionne. Dans la série, là, on retrouve le sale con que je suis, hein, excusez-moi, mais c'est quand il a fumé Iannone en faisant son faux départ du stand, parce qu'il en avait marre de la caravane. Ah oui, ça, j'ai beaucoup aimé. Presque autant de mauvais esprit que moi, il a, le garçon, hein. Quand tu vois la vidéo, c'est énorme, mais c'est surtout qu'il se permet, qu'il arrive à étudier à garder son calme, et sur si peu de temps, parce que là, si je me trompe pas, c'était en Q2, donc on n'a pas le temps de réfléchir, c'est 15 minutes où on est à fond, quoi. Et donc là, voir ce truc, avoir le temps de pouvoir faire ce truc-là, d'étudier ses adversaires, c'est quasiment presque une vanne de potage, quoi. En plus d'être très malin et d'être très fort, il fait une vanne de potage. C'est vraiment Bip Bip et le coyote, quoi. Tu vois, le coyote, il est dans le vide, et puis il attend 3 secondes avant de tomber, et puis il se rend compte. Et en plus, ça se finit, enfin, la vidéo qui a été retweetée par MotoGP.com, ça se finit avec Iannone qui, quand il sort en voie d'accélération, il se retourne et regarde, il est où, ce con? Le pendant, c'est marrant, c'est de voir d'aujourd'hui que pour arriver à ce qu'il a fait cette année, il est quand même passé par 27 chutes, ou 26 ou 27. Beaucoup. Beaucoup. J'aime bien plus que Loz, ouais. Plus, non? Ça en fait du kangourou à caillasser, hein, pour faire des combats. Ouais, ça montre bien qu'aujourd'hui il arrive à pousser les limites jusqu'au bout pour se dire là, à ce moment-là, je sais que je tombe. Et clairement, il l'a dit à Valence, où je crois que c'était son chef mécano, Santi, qui lui a dit vas-y, pars avec ce pneu et fais comme ça, et on va voir si ça passe. Marquez lui a dit non, mais je sais qu'à ce virage-là, je vais tomber, et il est tombé. Et il a montré que, tu vois, là aujourd'hui, j'arrive à te montrer que là, j'avais tombé avec ce tel type de configuration-là, et il sait que ce sera pas cette configuration-là où il fera pas pareil pour la course. Et c'est aujourd'hui qui fait sa force, parce qu'il arrive à tomber et à étudier vraiment. Ouais, il est arrivé à une maîtrise globale d'une part de sa moto, et enfin, il la connaît par cœur. Ouais. C'est ça qui est dingue. Ouais. Évidemment, comme vous l'avez dit, aussi Ducati. Moi, j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait cette saison, parce que c'était et surtout, j'ai vraiment aimé que ce soit Dovi qui tire les marrons du feu, parce que le pauvre, il en a bavé en arrivant. Il l'a pas relevé tout seul. L'écurie, évidemment, hein, c'est toute une équipe qui a travaillé pour ça. Mais j'étais vraiment très content que ce soit lui qui joue la gagne au championnat, et pas Lorenzo, parce que c'est pas que je l'aime pas, hein, c'est que non, mais il y a une légitimité, voilà, il y a une légitimité quand tu connais la moto, tu connais le team.
t'as bataillé, t'as cravaché pour remonter, pour redresser la barre, t'y arrives. Je trouve que c'était tout à fait légitime que ça revienne à Dovi. Et surtout, moi, ce que j'avais noté, c'est Pirot, un pilote d'essai qui fait 3 top 10 en 3 courses. Ça a été aussi remarqué par Rossi qu'ils auraient peut-être besoin d'avoir un pilote d'essai, un pilote essayeur rapide, comme peut l'être Pirot, pour aider à mettre au point la moto. On rappelle aussi que Ducati fait des essais privés avec Stoner. Stoner fait pas de course, mais il les aide aussi dans le développement. En Europe, faut que tu précises, je pense. Parce que, je sais pas si Rossi a dit ça, parce que je me souviens pas qu'il ait dit ça, mais je pense qu'il, effectivement, aujourd'hui, la question qui avait été posée à Valencia sur la conférence constructeur, c'était est-ce que les constructeurs japonais, donc Yamaha, Honda, et Suzuki n'ont pas intérêt justement à aligner une équipe de développement en Europe pour justement faire avoir des données sur les circuits européens. Ce que fait Ducati, ce que fait Aprilia et ce que fait KTM en alignant avec Caio, en alignant avec même Ducati, avec Pirot, plein de tours sur des circuits sur lesquels les Grands Prix vont se dérouler quelques mois après ou même voire quelques semaines après. Quoi. Bien sûr, ça te fait des séances d'essais libres qui aujourd'hui comptent beaucoup pour un week-end de Grand Prix, quoi. Et donc la réponse qui avait été donnée, je sais plus qui l'avait donnée, je crois que c'était Jarvis pour Yamaha, qui a dit qu'il n'avait pas du tout d'intérêt aujourd'hui de faire venir du matériel du Japon avec des coûts qui pourraient être plus élevés pour pouvoir monter une équipe de développement en Europe. Ouais. Enfin bon, ça se tient, hein. Peut-être quoi. Après c'est Ducati, il y avait eu une précision. C'est pas Crutchlow qui voulait faire une précision, il participe pas à notre podcast, hein. Mais je me souviens, ça me rappelle qu'il a chanté les louanges de Daligna et de tout Ducati en disant que de son passage qu'il avait apprécié, même s'il fut court chez Ducati, pour lui c'est l'écurie qui bosse le plus. Alors je sais pas si ça a beaucoup plu chez Honda qui disent ça, pareil, c'est une traduction, c'est une reprise d'une interview, hein. Mais Crutchlow a dit que il connaît personne qui travaille aussi fort que Daligna et ses boys, et qu'ils ont donc largement mérité leur burst de cette année, quoi. Est-ce qu'ils seraient pas en train de ressasser, de dire tiens si j'étais pas parti, je ne sais pas. Non, je pense qu'il est bien aujourd'hui, il a signé pour être contrat à HRC, c'est ça. Non, je pense pas qu'il regrette au sens littéral, mais quand il se retourne sur ce qui s'est passé quand il y était et qu'il voit là les résultats, il se dit tiens, ça s'est passé, quoi. Mais juste pour rebondir sur l'aspect positif de la saison, c'est aussi KTM cette saison qui faisait son entrée permanente donc cette saison, qui a fait quand même quelques bons résultats, notamment avec Caio. Tu soulignais tout à l'heure Cyril en wildcard, tu soulignais Pirot. Caio a fait quand même quelques trucs aussi bien sympas. Non, et qui avait bien roulé, et puis du coup l'avantage c'est que KTM avait demandé, grâce à ses résultats entre guillemets, avait demandé à pouvoir faire 5 wildcards l'année prochaine. Ils avaient fait cette requête là, et cette requête a été acceptée, donc l'année prochaine on le verra 5 fois sur 5 Grands Prix, donc c'est cool, parce que justement je pense qu'il mérite sa place. Il y a eu un petit débat pour qu'il prenne la place de Smith, hein, mais bon, après KTM a mis les choses au clair, en disant Et ce qui est très bien, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a tendance à juger un pilote sur 4 Grands Prix, et puis on l'oublie, on le blacklist pour la saison. Effectivement, aujourd'hui KTM n'a pas fait son Aprilia. Par exemple, tout à fait. Bon, on y reviendra plus tard à KTM, puisque moi j'ai un autre point de vue. Steph, tes petites déceptions. Je vais faire mon grincheux parce que c'est quand même en fond de commerce. La pluie tout le temps, si j'y repense, ça c'est peut-être parce qu'il pleut tout le temps en ce moment et que tous les jours je suis rincé quand je vais au taf. La pluie, beaucoup de pluie cette saison. Je dis tout le temps, mais beaucoup, notamment au Qatar, la bonne blague. Et pas qu'un peu, 3 mètres d'eau. Ouais, c'est vrai que ça rebat les cartes aussi, c'est pas que négatif, mais des fois t'aimes bien voir des bastons sur le sec. Où est-ce qu'ils se sont bastonnés comme des salauds? C'était en Australie, non? Où il y avait de la gomme. C'est la foire d'empoigne. Ouais, moi préfère les grands prix comme en Australie, tu vois, que sous la pluie. Mais bon. Avec des mouettes sur le casque et tout. De la gomme. Chacun demandait à qui était la gomme qu'il y avait sur la combar, quoi. Littéralement. C'est du temps. C'est assez zarco, ça. Voilà. Après, bon, ça c'est juste en tant que spectateur cul dans le sofa, j'aime mieux quand c'est sec. Ça n'engage que moi. Crutchlow, pareil, je l'ai en sympathie, cet homme-là, parce qu'il avait fait une super saison l'année dernière. En plus, quand il l'ouvre, c'est toujours assez marrant. Des fois, c'est pas toujours
intelligent, mais des fois il dit Jean-Claude Van Damme, mais des fois il dit des trucs, il lâche des trucs. Jean-Claude Van Damme. Un peu quand même. Non mais globalement, c'est un mec entier, hein. Enfin, c'est un peu pipeau ce que je dis quand je dis entier, mais il n'y a pas de robinet d'eau tiède, quoi. Voilà. Sinon il y a Noné parce que en début de saison, déception parce que des fois on fait des blagues sur lui, mais on lui veut pas de mal. En début de saison et jusqu'aux 3/4 de la saison, c'était une catastrophe sans nom. Avec justement les polémiques qui sont arrivées, avec son team qui a commencé à dire qu'il avait fait des choix de merde en pré-saison. De ce que j'ai pu lire, pareil Thomas, si je dis des grosses âneries, tu me red flag tout de suite, hein, mais... Non, c'est exactement ça, parce que justement la question, enfin quand tu reprends les tests de Jerez juste après ceux de Valencia, la question qui se posait justement, et c'est pour ça qu'ils ont fait venir Guintoli pour les pilotes d'essai, c'est de pouvoir choisir le moteur qu'ils vont prendre pour la saison prochaine, parce que ça c'est un choix crucial sur lequel ils se sont trompés cette saison. Donc après Folger, c'est pas une vraie déception parce qu'il a fait du super boulot, mais comme il a pas pu confirmer son super milieu de saison, il a commencé très diesel, hein, par rapport à un Zarco qui était limite flamboyant, et puis vase communicant, quand Zarco a un peu accusé le coup, Folger s'est révélé littéralement, notamment la course chez lui, pas chez lui, oui, dans son pays, en Allemagne. Oui, en Allemagne. Et il a d'ailleurs eu la sagesse de pas essayer de faire le dépassement de trop. Il s'est contenté, c'est moi l'expression, de la deuxième place. C'est assez fort quand même aussi, hein. Pour un rookie aussi, c'est un rookie, si je ne m'abuse, hein, il est venu, il est arrivé en même temps, les deux sont arrivés avec leur valise, chez Tech 3, en mode Rémi sans famille. Et par contre, méga boîte qui s'est prise, on sait maintenant que c'est pas Brembo, on sait pas pourquoi, mais il s'est pris une chute à beaucoup de vitesse de km/h, hein, peut-être pas 300 mais 200 et quelques, enfin ça compte plus à ce niveau-là. Et puis bon, il a eu un pépin de santé à base de mononucléose ou un truc du style, truc pas cool, quoi. Donc c'est un peu sur tapis vert ou sur tapis médical qu'il a pas pu finir la saison plutôt. Alors déception, est-ce qu'on peut oui, Rossi, parce que bon, tu me connais, hein. Pas du tout objectif comme tout VR46 boy, voilà. L'avoir vu en tête du championnat à un moment et s'être dit pour ma part que c'était trop tôt. Tu vois, il faut pas être en tête trop tôt, hein. Ou alors faut vraiment doser tout le monde comme Marquez en 2014. Donc là, voilà, ça s'est pas bien passé, puis on l'a vu, hein, que le duo Rossi-Vignales est tombé de carré dans ce là. Et avec tout ça viennent les interrogations, et mon châssis il est pas bien et tout. Enfin bon. Donc c'était triste comme spectacle, même si Rossi reste sympa, hein. On n'est pas en train de pleurer, mais c'était pas la joie pour les Rossi fans comme moi. Vignales a fait son bébé Cadom, comme je le disais précédemment, mais ça peut être aussi imputé à son jeune âge, hein. Quand ça va pas, ça se voit, et mine de rien pour le mind game c'est pas bon. Un truc que ne fait plus Rossi, que ne fait plus Dovi, laisser transparaître l'adversité. Ou même à Lorenzo, quand on en reparlera plus tard, mais quand ça allait pas, il a fait bloc avec lui-même et avec la team. Voilà, on Vignales c'est un peu bébé Cadom, mais bon, il s'en remettra, je pense. Et puis Loves et Aprilia, Après, juste pour rebondir sur Vignales, je suis d'accord sur le principe qu'effectivement il ait été déçu et puis qu'il se soit un peu énervé en fin de saison. Faut pas oublier qu'il était, qu'il est rookie chez Yamaha, et effectivement quand il y a des choix qui sont faits, je pense qu'il peut être pas influencé, mais que l'expérience de certains de son entourage, notamment chez Yamaha, ait pu influencer ses choix liés à lui aussi. Quand tu es jeune et que tu arrives dans une nouvelle structure, si on te dit tel ou tel châssis ou tel réglage ne sont pas les bons, t'as tendance à croire ceux qui ont plus d'expérience que toi. Oui, et puis surtout qu'il a gardé la totalité de la team de Lorenzo, donc il connaissait la bécane, l'équipe connaissait bien la bécane, donc t'as tendance à écouter, effectivement, comme tu dis. Oui, donc non, pas du tout, mais excuse-moi, on peut compléter. C'est d'autant plus déroutant pour lui que comme ça avait commencé super fort, de remettre en cause des réglages, c'est quasi impossible finalement. Si tu fais 2 victoires au début de la saison, bien sûr, plus Le Mans, bien sûr. Donc j'aurais pas aimé être à sa place, sauf pour piloter une super bécane. Non, puis en plus comme il a été mis entre guillemets sur un piédestal avec une certaine pression avant même que la saison commence, en le posant comme un anti-Marquez, effectivement il a dominé tous les essais hivernaux, c'est clair, c'est indéniable, mais voilà, une saison c'est complètement différent.
Comme je le disais, effectivement, les pilotes sont peut-être pas à 100%, même si aujourd'hui c'est difficile, mais pendant les essais hivernaux, peut-être qu'ils le sont pas. Et aujourd'hui, c'est pas la course au chrono quand on fait les essais, c'est aligner les tours prendre de la data et aligner les. Exactement. Mais quand la saison commence, là, c'est complètement différent. Je veux dire, les mecs sont dans un autre état d'esprit, ils sont pas là pour enfiler des perles, si je puis me permettre, et donc ils envoient du bois. Et donc une saison, ça n'a rien à voir avec des essais hivernaux. Donc, et ça, on va encore, j'imagine, avoir quelques surprises pendant les essais hivernaux, et beaucoup vont peut-être s'enflammer sur justement il est premier, machin, et en début de saison seront déçus ou pas. En dézoomant, c'est un peu comme les FP1, quoi. C'est ça, exactement. C'est difficile de juger un week-end sur. Enfin, ça ne nuit jamais de bien figurer aussi, quoi. Faut pas non plus renverser le truc, mais. Ah non, mais de toute façon, c'est voilà. Aujourd'hui, c'est clair que la chasse au chrono, c'est bien, mais je veux dire, on peut pas juger une saison sur 3 tours chrono. Ouais, juste pour finir rapidement, Loves et Aprilia, le divorce très tôt. Hein. Donc voilà. Ouais. Après, ça se trouve, en fait, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, si ça se trouve, Loves n'avait pas le niveau ou ne pouvait pas ou je ne sais quoi, mais j'en sais rien moi perso. Hein. Mais nous, on a eu l'impression en tant que spectateur de base que Aprilia avait vite fait un trait sur Loves, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? On ne sait pas. Bah effectivement en Catalogne, non, puis t'as raison, parce que c'est vrai que c'était en Catalogne, après le Grand Prix, juste après il y a les essais officiels, une séance d'essais officiels. Effectivement, Romano Albesiano avait bien dit qu'il commençait déjà à discuter avec d'autres pilotes. C'était la 7e course sur 18, la Catalogne. Voilà, donc c'est difficile, et quand aujourd'hui un pilote après ça, tu peux même pas faire, tu sais, de l'œuf et de la poule, parce que on peut dire qu'il ne l'a pas fait mentir sa team en faisant pas des bons résultats, mais est-ce que c'est aussi parce que l'ambiance, t'imagines le lendemain matin quand tu te croises au petit-déj, le mec il arrive en claquette avec son t-shirt Aprilia et il a envie de le jeter, quoi. Enfin, ça pourrait se comprendre. Hein. L'aspect psychologique, on en parlait tout à l'heure, c'est fondamental. C'est fondamental, voire plus important aujourd'hui que le pilotage en lui-même. Les mecs sont tellement à si haut niveau que la moindre chose sur laquelle ils peuvent travailler aujourd'hui, c'est plus l'aspect psychologique. On prend plus soin du mental d'un bachelier à une semaine du bac que de Loves la veille d'un Grand Prix, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut, d'ailleurs, prendre soin des bacheliers. Tu vois, les enjeux sont certes importants, mais là, Aprilia s'est tiré un chargeur de Gatling dans chaque pied, quoi, en faisant ça. Bon, j'ai fini de bitcher mon pauvre chéri 13 du mal à dire. Hein. Je t'ai pas pris son Altesse 99. Je te le laisse. De quoi? 99 Lorenzo. Ah ouais, mais non. Non, bah moi je vais continuer sur Aprilia. Moi j'étais un peu déçu effectivement comme toi, donc je vais pas m'apesantir sur ça. Mais par contre, tu vois, sur KTM, j'ai un point de vue un peu différent, dans le sens où au total, ils font 5 fois dans le top 10. Bon, avec aussi Kallio qui fait quand même des belles prestations en wildcard. Mais Espargaro, enfin, il est que 10 points devant Loris Baz, quoi. Quand tu vois la différence, de package technique, c'est difficile, quoi. Et Loris, sur la saison, il fait 3 top 10, 4 même. Tu vois, en relation, la saison de Loris, je la trouve plus valorisante que ce que peut faire Paul Espargaro, qui est premier KTM, quoi. Bon, ok, c'est leur première saison en MotoGP, mais je trouve que il en manque encore un petit peu, quoi. C'est un peu. Bien sûr. C'est un peu. Après, c'est facile de le dire, mais c'est plus compliqué de le faire. Non, c'est sûr. C'est exactement ça, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est. Il y a eu à la fois donc une nouvelle moto à découvrir, même s'ils ont eu des essais et tout ça, puis il y a aussi tous les nouveaux circuits à découvrir. Là où entre guillemets un Loris Baz ou des pilotes héritent de motos qui ont déjà des données ou ont déjà roulé, ont déjà fait un championnat, ont déjà roulé sur les circuits, KTM avait vraiment tout à faire, donc sur la plupart des circuits, même s'ils ont fait beaucoup d'essais avec Caio, ils ont fait beaucoup d'essais avec leur pilote contractuel, mais effectivement quand tu arrives sur des circuits comme Austin, comme Malaisie, Japon, et que du coup t'as aucune base de réglage et que t'as tout à faire, et qu'en plus de ça tu rajoutes la pluie, des choses comme ça. Là, je pense que ça doit être quand même assez difficile sur des séances de 45 minutes, 2 séances de 45 minutes le vendredi, et t'enchaînes déjà sur lesquelles, enfin, t'as déjà cette mentalité déjà de
cet état d'esprit de devoir te qualifier pour la Q2, c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui c'est difficile. Donc je te rejoins sur l'aspect effectivement performance, que c'est peut-être pas forcément représentatif, mais je pense que l'année prochaine ce sera beaucoup plus, on va dire, plus évident pour KTM à mon avis. Après oui, c'est je te rejoins aussi Steph, sur les bruits de shot chez Suzuki envers Iannone, parce que c'est vrai que la saison a été compliqué pour lui, surtout quand tu commences à dire que ton pilote fait des mauvais choix, donc c'est le meilleur moyen pour qu'il continue à en faire. Mais moi surtout c'était leur fin de saison à Rins et Iannone, qui est à mon sens très très belle et pleine de, on va dire, de promesses pour la suite, parce que mine de rien Iannone il fait 4e au Japon, 6e en Australie, 6e à Valence, ce qui est vraiment très très bien. Il n'avait pas fait de résultats comme ça sur la première partie de saison, donc c'est vraiment bien. Et surtout Rins qui fait 4e à Valence, 5e au Japon. Pour quelqu'un qui a loupé pas mal de la première partie de saison, qui est rookie, il s'est bien remis. Moi j'avais un petit peu peur que justement, compte tenu du contexte, c'est jamais facile de débarquer dans une écurie. T'es absent, il a été absent 3 mois facilement. Et tu reviens, ça et puis en plus il s'est blessé pendant les essais hivernaux, il s'était cassé des vertèbres, donc c'est commencé sa carrière en MotoGP sur ça. Tu commences pas du bon pied, t'arrives là-dedans, en plus tu commences à avoir tout le monde qui se tire dans les pattes dans le truc, et t'arrives quand même à faire ce qu'il a réussi à faire quand même sur la fin de saison. Je trouvais que c'est bien et c'est plein de promesses. Donc ça reste à confirmer pour l'année prochaine. Après ils auront peut-être du fait qu'ils n'ont pas fait de podium cette année, ils auront en plus la flexibilité d'amener des modifs moteurs en cours de saison, donc ça peut les aider et bon, ça peut les relancer, mais la dynamique de début de saison était vraiment pas au rendez-vous. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien redressé la barre malgré un contexte bien pourri, quoi. Enfin, c'est. Tout à fait. Que ça partait en eau de boudin et ça s'est quand même bien redressé. Bon, après, un petit mot sur Lorenzo, évidemment. Bon, c'est pareil, tu vois. Iannone a rebondi là où j'attendais Lorenzo aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des meilleures courses, il part mieux, mais ça tient pas sur la distance. Et quand tu regardes la saison complète, il est que 13 points devant Petrucci qui est sur la même moto mais dans une écurie satellite, et t'en parlais, lui aussi il découvre, je pense qu'il a pas les moyens en termes de support usine que peut avoir un Lorenzo ou un Dovizioso, je pense. Petrucci, c'est vrai qu'on l'a plus vu aux avant-postes parce qu'il s'est souvent bagarré pour la victoire, comme à Misano sous la pluie, ou même au Mugello quand il a fait une remontée qui barre aussi sur de très peu, je crois. Mais après, Lorenzo, aujourd'hui, mine de rien, il termine quasiment toutes les courses sauf 3. Enfin, il est dans les points dans toutes les courses sauf 3. Je pense que ce qu'a fait Lorenzo cette saison, c'est ce qu'il avait fait pour Yamaha pendant des années, c'est-à-dire aligner les courses, être régulier. Et je pense que mine de rien, ça a contribué sur la réussite de Dovi et sur la réussite de Petrucci, à mon avis. Après, je n'ai pas les données, je n'ai pas du tout, j'ai rien sous les yeux, c'est que un avis personnel. On est là pour ça, et je pense que ce qui a manqué en partie aussi à Yamaha cette saison, c'est ça, c'est d'avoir un mec qui aligne les tours. On parlait de la télémétrie, acquisition de données tout à l'heure, quelqu'un qui est capable de faire deux tours similaire. Je pense qu'il n'y a pas meilleur qu'un Lorenzo. Et pour pouvoir comparer, et donc aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup aidé. Il m'a semblé le voir sur un des derniers Grands Prix faire copain avec Pirot, et qui faisait des sorties à base de suis-moi, je te suis, et vice versa. Ouais, puis Pirot a beaucoup aidé en tout cas Lorenzo en bord de piste cette saison. Donc ils se sont beaucoup entraidés, à mon avis. Ouais, je pense qu'ils s'entendent bien. Bon, l'année prochaine, il sera coaché par Debon. Mais si je me trompe pas, l'info est sortie tout à l'heure, je crois, enfin officiellement. Ouais, ils s'entendent bien, et je pense qu'aujourd'hui travailler être cul et chemise avec le pilote de développement, je pense que ça peut être que bénéfique pour la marque, clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, même si Lorenzo pour sa première saison n'est pas celle qu'on attendait, peut-être, je pense qu'il a beaucoup contribué en coulisses sur la réussite de Ducati, à mon avis. Ouais, de toute façon, on verra l'année prochaine, mais le truc, c'est que il va falloir vite aligner les podiums, parce que les prolongations de contrat, ça, on y reviendra peut-être
un petit peu plus tard, mais ça va vite venir aussi. Et voilà quoi, si tu payes un Lorenzo et qu'il est moins bon qu'un Dovi. Et pour abonder dans ton sens, on se souvient que, alors pareil, bruit de chiottes, attention, caution morale Thomas, si tu sais que c'est du flan, tu me dis, David Tardozzi aurait été soufflé dans les bronches façon taulier de Lorenzo parce qu'il se tapait la honte à la cave au Calife en milieu de saison. Il se dit que Tardozzi était pas tendre intra-paddock, intra-box, j'entends, avec Lorenzo. Nous, il a jamais rien dit contre Lorenzo à des micros, attention. Ouais, non, mais honnêtement, je peux pas te répondre parce que je n'en sais rien. Je sais pas du tout. De ce que disait Rémi Tissier sur l'antenne d'Eurosport. Que bon, voilà. Et tu vois, ça me faisait mal, c'est connaissant. Je ne connais pas Lorenzo, mais on a cette image quand même du mec un peu précieux, un peu imbu de sa personne, et il a bien raison parce qu'il est très fort. Donc tout le monde a une fierté, heureusement. Et je l'imagine en train de se faire gueuler dessus par un mec genre qu'est-ce que tu fous là, t'es 14ème là, qui c'est qui paye là? Je schématise mais c'est un peu cette impression. Ouais. Honnêtement je l'ai pas entendu, donc je peux pas confirmer ou non. On peut penser que c'est passé dans l'esprit de quelques-uns chez Ducati, notamment ceux qui payent. Possible. Parce qu'ils se sont achetés certains bons pilotes, mais aussi de la renommée, tout comme Yamaha, quand ils s'achètent Rossi, ils s'achètent de la visibilité. On est quand même dans le monde merveilleux de la communication à un moment. Ouais, bien sûr. Quand la com leur claque dans les doigts comme bien ça, sûr. Même s'ils pouvaient pas s'imaginer évidemment que le gars il allait enquiller les victoires comme des perles, mais ils ont dû se dire quand même ça commence doucement, comme une Seat diesel. Non, clairement. Il fait quand même podium au bout de la 4e course. Mais faut rappeler. Non, mais bien sûr, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je pense que justement, il a fait des bons trucs et du travail de fond et du podium même, mais sauf que nous on retient des trucs, tu vois, et même pas que pour faire le sale gosse, l'image qu'on a de la saison, elle est un peu comme ça. Donc niveau com, heureusement il y avait Dovi qui jouait le genre idéal, donc c'était cool. Ouais, puis en dernière déception, pareil, comme vous l'avez dit, la fin de saison chez Yamaha, c'était difficile, quoi. Le départ, ils se sont étiolés au fil de la saison. Vignales qui finit vraiment poussivement au Japon et en Malaisie et à Valence aussi, au season finale. Ouais, Valence aussi. Ça fait quand même, c'est compliqué. Surtout ce qui a mis vraiment le coup de massue, c'est de se dire qu'à Valencia il roulait avec la même moto que Johan. Ouais, voilà, ça quand on l'a su après, tu te dis les gars, comment dire, la logique derrière est pas bête, c'est quand tu te dis voilà, de toute façon le championnat il est perdu, on va faire des tours avec la Brel pour voir ce que ça donne, et puis on va reprendre la 2016 parce qu'elle a l'air de bien tourner. Tu te dis la logique elle se tient, ça se tient. Mais quand tu finis 12ème et que t'as ton pépère qui a une satellite et qui fait 2, ça fait vraiment penser quand tu changes ça te met une balle dans le genou, changes de file d'attente au supermarché, et à ce moment-là dans ta file il y a le petit vieux qui compte ses centimes, quoi. Ça fait un peu le même sentiment, t'as la rage. Après, oui, c'est vrai que leur logique elle se tenait, mais tu te dis au moins finir avec lui, quoi. Finir ou pas loin derrière. Bien sûr. Bon, Rossi est pas très loin derrière. Il est dans le bon groupe, il est dans le groupe de tête sur le dernier Grand Prix. Mais Vignales, il est très très loin, que ce soit sur la grille ou après à l'arrivée, quoi. Donc c'est difficile. Et après, ça reste voilà, maintenant ils ont tout l'hiver pour bosser, ce qu'Honda a réussi à faire, ce que Ducati a réussi à faire, ils sont capables de le faire. Voilà, maintenant il faut redresser la barre, mais j'étais un peu déçu de voir comment la fin de saison se finissait, quoi. C'était mais jusqu'où descendre il est descendu jusqu'à dire que les Michelin marchaient pas sur sa moto. Un aveu de fébrilité et d'impuissance. Même s'il y avait peut-être non, parce que ce qu'il a dit pour être plus honnête, c'est qu'il n'arrivait pas à lire, à comprendre le pneu. Il a pas dit que le pneu était merdique, mais il a dit qu'il n'arrivait pas à s'en servir, tout en étant donc énervé qu'il n'arrive pas à se servir du nommé Michelin. Donc c'était un peu du passif agressif. J'arrive pas à m'en servir. Il a pas dit que c'était de la merde, mais il a dit qu'il n'arrivait pas à s'en servir. Mais il pouvait pas non plus dire que c'était de la merde, puisque d'aucuns arrivaient à s'en servir. Donc il était entre le marteau et l'enclume, ce pauvre jeune homme, espérant que l'année prochaine, la saison qui vient va lui sourire plus. J'espère aussi. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur la catégorie, sur cette année, petite chose qui vous vient comme ça pour clôturer tranquille? Moi, ce que j'espère, c'est que ça sera comme ça l'année prochaine aussi, avec l'arrivée d'autres rookies.
avec un Morbidelli notamment sur la Honda, qui a fait quand même pas mal de belles choses. Après, non, sur cette saison... tu dis de belles choses, on parle de Morbidelli, pas de la Honda. Ouais, bien sûr, de Morbidelli, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais je pense qu'il peut faire... je pense qu'il peut faire pas mal de choses. À mon avis, la Honda sera plus compliquée à appréhender que la Yamaha avec Johan cette saison. À titre de comparaison, je pense que la Honda est quand même beaucoup plus difficile à aborder, à comprendre d'une manière générale. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça exactement. À dompter. À mon avis, je pense qu'en milieu de saison, on va pouvoir retrouver un Franco Morbidelli se battre au coude à coude pour une place dans le top 5 facile, quoi. À mon avis. Oui. Ah ouais. Oui. En le voyant en bord de piste, la façon qu'il avait déjà de se comporter sur la MotoGP, à mon avis, je pense qu'il pourra tirer son épingle du jeu très très facilement, très rapidement. Ouais. Ce que j'espère. Après, je peux très bien dire n'importe quoi, être à côté de la plaque. Aujourd'hui, on l'a vu tourner comme... Pas pour être à côté de la plaque, tout à fait. Mais comme... donner les avis. Tout à fait. Je disais tout à l'heure, là je me contredis, je disais tout à l'heure qu'on peut pas juger une saison sur 3 tests hivernaux. Bon, bah là, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, je pense qu'au niveau des rookies... Clairement, il sera là. Bon, c'est sûr qu'il y aura devant lui, il y aura Lutti, il y aura Nakagami. Rien d'autre à rajouter sur la perspective, en tant que, je pense que je parle au nom de beaucoup de Rossi fans, comme il va se faire une idée sur lui-même et son package sur les 6 premières courses, voire moins, on n'est pas à l'abri d'un départ en retraite annoncé, j'entends. Dans les 6 premières courses. Je sais pas, je suis un peu tendu, je vous le cache pas. Non, mais on sait très bien de toute façon qu'il y a un moment il faudra qu'il s'arrête, quoi. Bon, bah écoutez, sur ce, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que t'as peut-être un avis, toi, sur le MotoGP, là, sur 2017-18. Non, je l'ai déjà donné, en fait. C'est surtout ça. Oui. C'est pour ça que je voulais pas leur dire. Enfin, voilà. Mais ouais, pour appuyer sur ce que tu disais sur la Honda, moi j'ai un peu peur des Honda satellites parce que honnêtement Tito Rabat il était super bon en Moto 2, je pensais aussi qu'il allait faire quelque chose en MotoGP parce que je trouvais vraiment qu'il était fort. Et alors soit il n'a pas réussi à justement prendre la dimension de la Honda satellite, soit il y a quelque chose qui s'est pété dans son pilotage ou je sais pas, mais il n'a pas réussi à la faire tourner. Miller n'a pas réussi à la faire tourner correctement. J'ai un peu l'impression que tous ceux qui la prennent se cassent les dents dessus. Alors après, effectivement, peut-être que Morbidelli sera celui qui réussira à la prendre en main, mais jusque là, tous ceux qui l'ont eu dans les mains, ils ont pas vraiment réussi à faire ce qu'il voulait, quoi. C'est sûr. Après, bon, Miller a réussi quand même à gagner dans des circonstances un peu particulières à Senna l'année dernière. Après, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, pour Rabat, c'est un peu difficile à dire. Pour Miller, il a quand même fait le tremplin Moto 3, MotoGP, donc c'était peut-être un peu, il y a peut-être une saison et demie quand même d'apprentissage sur la moto. Mais je suis d'accord, tu rejoins ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la Honda est beaucoup plus difficile à dompter qu'une Yamaha quand t'arrives dans une catégorie, ça c'est sûr. Enfin, un peu plus polyvalente, un peu plus souple. Donc, ouais, tout à fait. Donc oui, un petit peu moins compliqué à comprendre, mais bon. Ouais. Et c'est là où après on en revient encore sur Zarco, c'est qu'il a fait le choix intelligent de rester en Moto 2. Pour choper une moto qu'il avait vraiment envie d'avoir. Il a su patienter. Alors, beaucoup se seraient jetés sur le premier guidon de MotoGP qui traîne pour monter en catégorie. Lui, il a eu l'intelligence de dire écoute, je reste en Moto 2, je rejouerai le titre l'année prochaine, quitte à patienter, quitte à ne pas être titré la deuxième année, ce qui aurait été à mon avis compliqué pour la suite, mais bon, voilà. Ouais. C'est là où je me dis qu'il se connaît vachement bien, le jeune homme. Tout à fait. Faudra attendre la première course, comme d'habitude. Comme d'hab. Bon. Ouais. Sur ce, les amis. Quand vous voulez, vous me réinvitez, y a pas de problème. Je suis dispo. On en reparlera après. Non, parce que là, on va complètement mélanger les pistes et l'ordre des répliques, tu sais, faire des espèces de montages improbables, comme parfois ils s'amusaient à faire. Il y a juste des bribes, en fait. On va mettre des phrases, ou alors on passe à l'envers et on entendra Satan, tout ça. Ah oui, il faut pas sous-estimer la force de montage. Bon, arrête de digresser. Excusez-le. Non, mais je trouvais que c'était un peu sérieux, là. En même temps, on est obligé d'être un peu sérieux, parce qu'on débriefe des trucs sur une année. Il y avait du biscuit, il y avait un paquet entier de spéculoos. Hein. Il y avait plein de choses à dire. Donc, en termes de biscuits, il y avait ce qu'il fallait. Ouais, c'est clair. Bon,
Allez, sur ce, Salut à tous. à l'année prochaine. Ciao. Allez, salut.